Il est 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir les amis. C'est le 14 février, c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin, Philippe de Villiers. Est-ce que vous avez un message pour les amoureux ce vendredi soir? Ça s'appelle un démarrage en côte. Donc, un petit message pour les amoureux. Pour tous les amoureux de France, il y a un mot de Bussy-Rabutin, je crois. Le temps est à l'amour ce qu'est au feu le vent. Il éteint le petit, il attise le grand. On dit tout aux téléspectateurs, en plus de ne pas avoir de fiche, vous avez une meilleure mémoire que nous deux réunis. Puisqu'avant l'émission, vous m'avez dit, l'année dernière, pour le 14 février, on avait parlé d'une des plus belles chansons d'amour, si ce n'est la plus belle, l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Il y a deux choses qui ne meurent pas dans la vie, c'est l'amour et la mémoire. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez une seconde chanson d'amour pour les Français? Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ah, merveilleux. Quand il offre des perles de pluie et qu'il a ce mot qui m'a toujours frappé. Je me souviens quand j'étais au Liban, ils avaient écrit ça sur des panneaux la nuit pour garder l'espoir. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et pour l'amoureux de la France que vous êtes, quelle est la plus belle preuve d'amour qu'on pourrait faire à la France? C'est donner sa vie pour la France. Donc tous ceux qui, dans l'histoire de France, ont donné leur vie pour la France, méritent d'être salués, admirés. Ce sont des modèles. J'en citerai deux. Jeanne d'Arc, accepter d'être brûlée pour la France. Et puis le serment de 14. Qu'est-ce que c'est? Les serments de 14, ce sont des jeunes gens qui sont des sirars, des Saint-Cyriens, et qui décident de monter en ligne en Garance et en casoar et gants blancs. Donc ils se destinent eux-mêmes à devenir des cibles, l'honneur d'être une cible. Et ils meurent en criant « Vive la France !» Le serment de 14. Voilà pour la plus belle preuve d'amour pour la France. Vous avez dit c'est un démarrage en côte, pour filer la métaphore, et je sais que vous aimez le vélo. Vous avez grimpé cette côte comme Indurain. Simplicité absolue pour vous. Voilà le message pour les amoureux. On souhaite évidemment une belle fête du 14 février pour tous nos téléspectateurs. Philippe de Villiers, après ces sourires, retrouvons malheureusement cette actualité dramatique. Comment ne pas commencer cette émission par le drame qui sidère la France et la mort de la petite Louise, enfant de 11 ans. Je voudrais vous faire écouter l'émotion de Naïma Fadel. Elle a parlé de cette France aujourd'hui où l'insécurité gagne du terrain et de son angoisse quand une de ses filles est dehors. Écoutons. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait à tracer mes enfants. J'ai 4 enfants. J'ai ma gamine de 25 ans, je la trace maintenant. T'imagines? T'imaginez? Donc venir dire comme ça, d'une manière tout à fait détachée, on ne peut pas être détaché. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on est en insécurité. On a peur pour nos enfants. Moi, la petite Louise, ça aurait pu être mon enfant. Il y a quelques années, quand je l'ai laissé rentrer de l'école, en primaire déjà, ils allaient à l'école, ils rentraient de l'école. Là, j'ai une gamine de 25 ans que je géolocalise. Et elle le sait. Vous voyez? Et je lui dis, tu prends un Uber. Le soir, quand tu as fini, à 11h, tu prends un Uber. Et je veux que quand tu rentres, tu me le dises. Et quand je m'endors, je me réveille pour regarder si ma gamine est bien rentrée à la maison. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc il faut savoir entendre cette douleur aussi, et notre peur. Et nos politiques doivent se saisir de tout cela. Et moi, le docteur Maurice Berger, je travaille avec lui, je le connais bien. Et quand il me dit qu'il y a des gamins qui aujourd'hui tuent à 13 ans, 14 ans, et qu'on laisse faire... Et ils s'attaquent, les gamins qui ont tué le petit Elias. Gamins qui ont tué le petit Elias. Ils avaient déjà fait des agressions avec violence, extrême violence. Bien sûr. Et là, on leur dit, c'est pas grave, tu reviendrais. Mais comment? On peut pas il faut protéger nos enfants, les innocents. C'est eux qu'il faut protéger en premier.
Et dans la même semaine, Philippe de Villiers, il y a eu ce message bouleversant des parents justement du petit Elias dont parlait Naïma Mfadel. Voilà ce qu'ils disent, les parents, un jeune doit pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité. Ne laissons pas des mineurs réitérer librement leurs actions et mettre en danger notre société. Sans parler cette semaine de Grenoble et cette grenade lancée dans un bar. Est-ce qu'on peut lier cette succession de drames, Philippe de Villiers? Que révèle-t-il de l'état de notre pays? C'est bouleversant le témoignage de Naïma et le témoignage des parents d'Elias. C'est lourd à porter quand on veut regarder la vérité en face. Alors, moi quand j'écoute Naïma, je me dis, voilà, elle, dans le filigrane de son propos et de ses angoisses, il y a deux questions. En fait, il y a une question qui concerne la société qui est en train de foutre le camp par le fond, et une question qui touche l'État, qui ne fait plus face à ses missions pour lesquelles il a été inventé. Donc la situation, elle est gravissime. En quelques mots, la question de la société. Regardez ce qui s'est passé cette semaine, sauf erreur de ma part. Les parents du petit Elias ont eu le courage de prendre la plume pour rectifier une dépêche de l'AFP. C'est-à-dire que toute la presse française savait que le petit Elias a été massacré à la machette, mais la presse française officielle, la plus officielle, a choisi le mensonge par omission. L'AFP n'a rien dit. L'AFP a dit il a été poignardé. Non, il a été tué à la machette. Et pourquoi la presse officielle n'a rien dit? Parce que la machette, ça a un sens précis. C'est la tropicalisation de la France. Et en fait, ce que je voudrais dire sur la société telle que je la vois aujourd'hui et telle que moi je l'ai connue quand j'étais petit, une société de voisinage, où on était libre d'aller et de venir, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cette société-là, elle glisse vers la barbarie. La barbarie, c'est quoi? C'est la violence et l'amnésie. C'est un composé décomposé de violence et d'amnésie. C'est le contraire de la civilisation. J'ai dit déjà ici, et je répète, la civilisation, je pense que tous les sociologues et tous les philosophes sont d'accord là-dessus. Une civilisation, c'est un état social dans lequel celui qui vient au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il compte apporter de plus subtil et de plus policé est très inférieur à ce qu'il trouve en arrivant, de subtilité et de bonne police, de mœurs policées, dans un pays qui est quand même l'inventeur de la courtoisie, comme le dit l'historien Charles Senior-Boss. Or là, écoutez les mots, réécoutez les mots de cette semaine que j'ai entendu comme vous. D'abord, Owen, un prénom de série américaine. Ensuite, jeux vidéo, c'est l'Amérique du virtuel qui vient chez nous, et de la violence. Ensuite, grenade à Grenoble. Une grenade, c'est le Salvador. Ensuite, la machette, c'est les tropiques. C'est qu'on n'est plus en France. Il n'y a plus rien de français dans tout ça, dans cette violence. Ça veut dire qu'on est dans la société de la déliaison. On n'est plus en société, on est en dissociété. Les liens sociaux sont distendus. Il n'y a plus de voisinage autre que numérique. On est des solidaires solitaires. Chacun vit comme un individu global à la Macron, pour sauver la planète. Mais on ne sauve pas son voisin. On ne le voit même plus. On ne le voit même plus vivre, on ne le voit même plus mourir. Quant à l'État, l'État régalien, en fait, s'est déchargé du régalien sur le citoyen. C'est ça qui s'est passé depuis 10 ans.
Je regardais l'émission qui nous a précédés avec notre ami Thierry Cabane, et de quoi parlaient les interlocuteurs? Ils parlaient de la vidéosurveillance. Et on voyait le ministre en campagne, le ministre de l'Intérieur, et qui parlait de la vidéosurveillance avec le maire Piolle. Et je me disais, voilà, ça y est, on a capitulé. En fait, on est en aval. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc l'État a fait le constat de son impuissance. Non possumus, comme on disait chez les anciens. Je ne peux plus rien pour vous. Devant Orange Mécanique, le régalien évolue avec ce qu'ils appellent au ministère de l'Intérieur, c'est né au moment de Crépol, un narratif officiel. Il y a besoin d'un récit officiel, un narratif. Ça pue le mensonge, ça sointe le mensonge. Le narratif officiel. Et la ligne de fuite du narratif officiel, c'est le fameux concept de Macron, funambule de la sémantique, la société de vigilance. Nous sommes entrés dans la société de vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire, la société de vigilance? C'est subtil. Ça veut dire, moi, l'État, je ne peux plus rien pour vous. Je vous demande simplement de faire attention, d'être vigilant. Donc, vous faites attention. Quand vous marchez, vous choisissez vos horaires. On va peut-être faire des chemins sécurisés. C'est-à-dire que petit à petit, la liberté d'aller et venir est balisée de partout. Et surtout, c'est à chaque citoyen d'assumer lui-même le régalien de son autoprotection. Donc en fait, l'État se décharge sur lui et il prend cette charge, il devient un peu régalien à chaque moment de sa vie pour ne pas mourir. Pour dire les choses avec une image, vous avez les fichiers S, de plus en plus nombreux, qui sont en liberté, et les non-fichiers S, c'est vous et moi, qui sont en semi-liberté. Et alors, ce qui marche bien en France, ce qui marche le mieux en France avec les fruits et légumes, parce qu'on en mange toujours, malgré tout, c'est les digicodes, les portiques, la géolocalisation, les sociétés privées de surveillance, de sécurité. Et vers quoi va-t-on? On va vers l'étape ultime. On a connu le confinement sanitaire. On va connaître le confinement sécuritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vers la tentation mérovingienne, la reféodalisation de la France. Les historiens savent ce qu'a été la fin de l'Empire carolingien. On a vu apparaître les douves, les échauguettes, le tour de garde, la main en visière pour voir les bandes qui mettent le feu aux récoltes. Et nous, on a quoi? On a les digicodes qui sont en fait les nouveaux remparts. On a les drones qui sont les futurs donjons. Si vous transposez, vous n'êtes pas très loin du principe des suzerainetés protectrices et des vassalités à l'abri des forteresses. Et donc, en fait, la France est en train d'abandonner son pacte fondateur. Du temps de Clovis jusqu'à Clovis, il y avait la feida. Jusqu'à Clovis, il y avait la tribu qui pouvait se faire justice. Donc la vengeance privée. Et l'État moderne, avec surtout Saint-Louis qui a supprimé les justices seigneuriales et féodales, l'État moderne, il a dit aux citoyens, bon, vous abandonnez votre droit personnel de vous venger, c'est moi qui vais vous venger. Et vous abandonnez votre droit de vous protéger vous-même. On va vous protéger. Moi, je vais vous protéger. À partir du moment où l'État est défaillant dans sa mission de sécurité, de protection et de justice, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qu'on peut craindre, c'est les rondes, les milices, le néo-féodal, le retour à la tentation mérovingienne. Philippe de Villiers, voilà plus d'1 an et demi que nous faisons cette émission.
Depuis le début, régulièrement, vous avez parlé de la nécessité avec la Russie de dialoguer pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. On va parler d'un autre sujet à présent. Éviter le camouflet d'une Europe qui n'est pas assise à la table des négociations. Cette semaine, un échange téléphonique vous donne raison. Pour la première fois depuis février 2022, le président américain a donc échangé avec le président russe. Je vous propose d'écouter Donald Trump. Nous avons eu un grand appel. Il a duré longtemps, plus d'1 heure ce matin. J'ai également eu un très bon appel avec le président Zelensky après cela. Je pense que nous sommes sur la voie de la paix. Je pense que le président Poutine et le président Zelensky veulent la paix. Moi, je veux la paix. Je veux simplement que les gens cessent de se faire tuer. Geoffroy Lejeune. En quoi, selon vous, Philippe, cet échange entre Donald Trump et Vladimir Poutine est-il un tournant majeur ? C'est un tournant majeur, Geoffroy, dans la guerre en Ukraine, mais c'est plus que ça. C'est un tournant majeur sur le plan géostratégique pour l'Europe. Alors pour l'Ukraine, ça veut dire que, enfin, on nous dit la vérité entre les lignes, mais Trump, Poutine, à travers ce coup de fil, nous disent la vérité qu'on nous a cachée depuis 3 ans. Puisque depuis 3 ans, on nous dit, ça y est, on va gagner. L'Ukraine va gagner, l'Europe, etc. Bon. Quand on est informé, comme c'est mon cas, on rigole. C'est pas sérieux. Bon, voilà. Donc l'Ukraine est défaite militairement. Et donc, ce que proposent Trump et Poutine, c'est d'arrêter les frais pour les deux belligérants. Ça paraît sage. Deuxièmement, l'Ukraine est amputée. Et elle est amputée durablement puisqu'ils se sont mis d'accord dans leur coup de téléphone pour qu'on ne revienne pas à la carte d'avant 2014. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est perdu, les provinces perdues ne reviendront pas à l'Ukraine. La Crimée, de toute façon, elle a toujours été russe. Et le Donbass, c'est fini, il restera russe. Et la troisième décision importante, c'est que Trump ne veut pas, Biden non plus d'ailleurs, son prédécesseur, l'Amérique ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et donc, Trump dit aux Européens, si vous voulez protéger l'Ukraine, faites-le vous-même, avec vos troupes, avec votre armée. Voilà pour l'Ukraine. Alors maintenant, pour l'Europe, c'est très simple. La défaite de l'Ukraine est la défaite de l'Europe, c'est clair. Et l'Europe, elle va payer. Je m'entretenais au téléphone hier avec mon ami Pierre Lelouch, qui est un excellent connaisseur, qui a fait un livre remarquable sur cette question de l'Ukraine. Remarquable. Et qui me disait 700 milliards, ça va nous coûter. L'Europe, on va payer. Vous imaginez l'agriculture, vous imaginez avec quel argent on va payer pour relever les ruines. Ce n'est pas les Américains qui vont payer. Les Américains, ils vont partir. Ce n'est plus leur problème. Et ce n'est pas les Russes non plus qui vont payer. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose que je n'ai jamais dit jusqu'à présent, mais il est temps de le dire, puisque je vois que les deux chefs s'accordent entre eux, Poutine, Trump. Il y avait un homme qui s'appelait Brzezinski, qui était un Polonais, devenu américain, qui était un grand géostratège, et qui a écrit un livre qui s'appelle Grand Échiquier, et qui disait, nous, l'Amérique, pour qu'on soit une grande puissance, il faut couper l'Europe en deux. Il ne faut pas que l'Europe s'entende avec les Russes. Et il a bien réussi. Seulement aujourd'hui, Trump dit moi je veux m'entendre avec les Russes pour affaiblir la Chine. Et donc la doctrine Brzezinski est aujourd'hui périmée. La diplomatie américaine a changé.
Et ensuite, la chose que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer les plus hautes personnalités qui connaissent cette histoire et qui m'ont dit ceci. Vous verrez que les historiens diront ce que je vais vous dire maintenant. Les responsabilités sont partagées, mais il ne faut pas oublier quand même ce qui s'est passé. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, la Russie a demandé aux Américains de ne pas étendre l'OTAN au-delà des nouveaux pays de l'Est, la Pologne, etc. Et la Russie a dit, si jamais vous étendez un jour votre volonté de faire entrer dans l'OTAN l'Ukraine, de détacher l'Ukraine de la Russie, de la zone d'influence de la Russie, alors vous aurez la guerre. Et moi, Poutine me l'a dit à moi, et il y a longtemps. Donc, en fait, il y a eu une erreur d'appréciation très grave des anglo-saxons. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Comme d'habitude, on a suivi les anglo-saxons. On s'est lancé à corps perdu dans cette guerre qui n'est pas la nôtre, cette guerre entre deux peuples slaves, en ignorant d'ailleurs au passage qu'ils ont une histoire commune. Le baptême de la Russie, c'est Kherson, c'est en Crimée, et c'est Kiev, c'est en Ukraine. Donc, il faut comprendre que l'histoire est plus complexe qu'on ne l'a dit. Et moi, ce soir, je pense à Macron, je pense à Scholz, je pense à tous ces chefs d'État qui ont fait payer à leur peuple le prix d'une guerre inutile. Ils sont responsables devant l'histoire d'une grave défaite, d'un grave échec. Et je vais vous dire quelque chose, Elliot, Geoffroy. Ce soir, l'Europe est sortie de l'histoire. On continuera de parler de l'Europe dans un instant et de cette idée d'une Europe de la défense. Ça rejoint la thématique que nous traitions à l'instant. La publicité, on revient dans quelques secondes. De retour pour la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Philippe de Villiers, j'ai reçu énormément de messages dans la première partie de l'émission. On est revenu pour les téléspectateurs qui nous rejoignent sur ces drames qui s'enchaînent, que ce soit Elias, la petite Louise, 11 ans, ou la situation à Grenoble. On se posait la question de cette succession de drames. Est-ce qu'on peut les lier et que révèle-t-il de l'état de notre pays? Vous avez dressé un constat extrêmement lourd d'une faillite de l'État qui n'arrive plus à protéger ses citoyens et d'un politique qui pense à cette société de vigilance imaginée par Emmanuel Macron. Et j'ai oublié de vous poser la question, j'y ai pensé pendant la publicité. Vous avez dressé ce constat d'une société en voie de féodalisation. L'autre question que je devais vous poser, c'est que faire à ce moment-là? Alors, la réponse est simple. Premièrement, rétablir les frontières, le grand tabou. Vous remarquerez qu'aucun des ministres, fût-il si audacieux, ne parle de frontières. Tant qu'il n'y aura pas de frontières, c'est pas la peine. Donc on rétablit les frontières. Ça veut dire on sort de Schengen, ça veut dire qu'on a un problème avec l'Europe, etc. Il faut assumer. Deuxièmement, il faut renverser la doctrine de la justice, de l'excuse absolutoire, pour remettre au cœur de la justice la victime, et non pas le délinquant, le coupable. Ça paraît secondaire, c'est fondamental. Et je fais partie des gens qui n'ont jamais apprécié Badinter. Parce qu'en fait, Badinter, c'est un grand démagogue. Quand on a supprimé la peine de mort, on n'a pas supprimé la perpète pour les parents d'Elias et les parents de Louise. Et troisièmement, l'école. C'est pas avec Borne qu'on va s'en sortir. Il faut, quitte à ce que on ait face à nous une grève durable de l'éducation nationale, il faut que l'école
soit l'école des mœurs. Parce que moi, je me souviens d'un mot de Solzhenitsyn que j'ai cité à la salle Gaveau avec nos amis du Figaro mardi soir, que je salue d'ailleurs tous les gens qui étaient là au passage. Salle complète, pleine, les 3 étages remplis. Voilà. Et j'ai cité Solzhenitsyn avec Vincent Trémollet de Villers, qui disait « Quand un pays n'a plus de mœurs, il fait des lois. » Comment on peut retrouver des mœurs, c'est-à-dire redevenir des voisins? Par l'école. Comment on peut, à l'école, enseigner les mœurs? Pour enseigner les mœurs, il faut enseigner la mémoire commune, pour qu'on ait des rêves en commun, l'art de vivre, pour qu'on ait la même manière de regarder le monde et d'habiter le monde, et enfin une langue qui ne soit pas une langue massacrée, la langue française, qui inscrit dans le temps un romanesque qui vient embraser le roman de nos vies. Et donc en fait, si on remet de l'amour à l'école, c'est-à-dire que si on dit aux petits Français, on va faire de vous des amoureux de la France, ils n'auront plus envie de tuer. Même ceux qui viennent de l'extérieur et dont on fera peut-être des Français de désir. Et il y a une preuve de tout ça. Ils l'ont fait sous la Troisième République. Les hussards noirs de la République, relisez Péguy. Ils l'ont fait. Les hussards noirs de la République, ils ont mis une blouse, on les appelait les hussards noirs, parce que c'était des soldats de la pensée française. C'est la phrase de De Gaulle que vous connaissez et que j'ai souvent citée. À chaque fois que la France était au bord de l'abîme, elle s'est accrochée à 2 moules qui n'ont pas vacillé, le tronçon de l'épée et la pensée française. Le tronçon de l'épée, c'est une justice forte, une justice impitoyable, et la pensée française, c'est l'amour de la France transmis à ses enfants. Dans un instant, on reparlera ensemble de l'Europe de la défense et savoir si cette Europe de la défense est un danger pour la souveraineté de la défense française, l'armée française bien sûr. Mais vous étiez en train de parler de la France, de l'amour de la France, et ça rejoint l'une des thématiques qu'on devait traiter, qui est l'identité nationale. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vous écoutant, j'entends le Philippe de Villiers que j'ai entendu en creusant dans les archives, il y a 30 ans quasiment jour pour jour. On est en mars 1992, vous êtes l'invité d'une émission qui s'appelle Le Point sur la table, vous êtes face à Harlem Désir, qui est le président à l'époque de SOS Racisme, et l'émission avait une thématique, l'identité française est-elle en danger? C'est un débat qui dure 1h30, donc on l'a évidemment scindé en prenant quelques parties, on ne pouvait pas tout prendre. D'abord, la première question, c'est qu'est-ce qu'être français? Je vous propose d'écouter le Philippe de Villiers de 1992, qui dans la forme ni le fond n'a pas vraiment changé. Être français, c'est pas simplement, et c'est sans doute le cœur de notre débat, un tampon de sous-préfecture. Et il me paraît impossible qu'on puisse continuer, dans certains cas, à être français, à devenir français sans le savoir et sans le vouloir. D'abord, être français, c'est faire alliance avec un héritage spirituel dans lequel on puise des modèles. On fait alliance avec cet héritage, soit par fait d'hérédité, je suis français par filiation parce que mes parents sont français, soit par un acte de la volonté, mais pas comme un porteur de part d'une société anonyme, mais plutôt comme Edgar Morin qui dit, et c'est magnifique, il dit « J'ai pleuré à Alésia, j'ai aimé ses héros, j'ai admiré ses victoires, je suis devenu français par un processus d'identification ». Deuxièmement, être français, c'est parler français, c'est penser en français. Et puis enfin, être français, et c'est très important, c'est aussi important, c'est même plus important parfois selon les moments. Quand la France est menacée, ce qu'on appelle alors la patrie. La France est une idée morale, une idée nécessaire à la civilisation. Harlem Désir vous répond. Qu'est-ce qu'être français selon Harlem Désir? Et ensuite, on vous écoutera, puisque vous allez inverser en quelque sorte l'idéologie, la pensée de M. Harlem Désir. L'identité de la France est-elle en danger? La façon dont cette question et sa formulation, la façon dont elle est véhiculée par un certain nombre de gens, son contenu, ce qu'elle sous-entend, relève aujourd'hui de l'utilisation d'une peur et d'un fantasme. Être français, c'est adhérer à un contrat qui implique des devoirs et des droits. C'est être un peu l'héritier
de ces valeurs qui, depuis la Révolution française, ont fait le tour du monde. Ces valeurs qui sont celles de la République. Philippe de Villiers n'a pas parlé de la République, et je trouve ça assez singulier, parce que la France, c'est la République, garante des libertés avec la laïcité, garante de l'égalité avec la citoyenneté, l'abolition des privilèges depuis la Révolution française, garante de la fraternité avec l'égalité sociale, la protection sociale. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne fais pas commencer la France en 81 comme Jacques Lang, quand on passe de l'ombre à la lumière. Pas non plus en 1789. Et je considère que les valeurs républicaines, qui faisaient dire à Péguy, la mystique, c'est quand on meurt pour la République, la politique, c'est quand on en vit. C'est une phrase profonde, superbe et d'actualité. Eh bien, ces valeurs républicaines, ce sont les valeurs de la France. Il y a eu des césures, il y a eu des fractures, mais finalement, on les retrouve, ces valeurs de la France. Les valeurs de la res publica, de la chose publique. J'ai regardé, moi, entre guillemets, le catéchisme de Jules Ferry. Et il dit 4 choses. Il dit respect des familles. La famille, on n'en parle plus aujourd'hui. J'espère que ce soir, on va en parler à propos de la démographie, parce que l'identité française, elle est menacée parce que la France ne fait plus d'enfants. Et je ne vois pas comment on pourrait résoudre les problèmes de l'immigration s'il n'y a plus d'enfants français. Car ce sont les enfants français qui intègrent, qui assimilent les petits-enfants étrangers. On y vient en menace. D'ailleurs, enchaînez si vous le souhaitez sur les menaces. Troisièmement, toujours Jules Ferry, les valeurs républicaines, enseignées dans l'instruction publique à l'école, l'enracinement du patriotisme dans l'histoire de France. Ça, il y était très attaché. Et enfin, la vénération de ce qu'il appelait la vénération des symboles, c'est-à-dire la Marseillaise, le drapeau et les modèles. Et puis enfin, les valeurs morales. Il y a des lexicologues, des spécialistes des mots, qui ont étudié les lettres envoyées par les soldats de 14-18 à toute leur famille en France pendant la guerre de 14-18. Et c'est tout à fait fascinant. Ils ont découvert qu'il y avait un seul mot qui revenait, qui dominait tous les autres. Les mobilisés de 14-18, les soldats français, les poilus qui étaient dans la tranchée, quelle que soit l'école, école catholique ou école publique, prononçaient le même mot. Papa, maman, je fais mon devoir. Mon fils, tu fais ton devoir. C'est cette notion de devoir qui réconciliait tous les Français, c'est-à-dire qu'il y avait une morale publique commune, il y avait une morale privée commune. Bien. Eh bien, ces valeurs-là, ce sont les valeurs de la France, de toute la France, de Jaurès, de Barrès, de la gauche, de la droite, et elles sont au-dessus de nous, ces valeurs. Et c'est pourquoi la France est un acte d'amour, et c'est pourquoi la France a été inventée par la charité. 30 ans plus tard, vous dites quoi au Philippe de Villiers de 1992 ? Il est bon, le petit. Mais vous savez qu'en fait, dans l'esprit public, à l'époque, c'est Harlem Désir qui a gagné. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, et encore récemment, Harlem Désir, c'est le saint laïque, SOS Racisme, le vivre ensemble, faire venir les migrants, faire une nouvelle France, établir cette France sur la table rase, et surtout, tourner le dos à cette idée que la France, c'est comme une famille, un drame moral, et qu'on ne choisit pas dans la longue histoire d'un pays le patrimoine des souvenirs qu'on embrasse comme on choisirait de trier la mojette dans les fermes jadis. On prend tout. Il y a un mot de Péguy, la République, notre royaume de France. Et ces gens-là, SOS Racisme, la petite main jaune, ils avaient une idée en tête, c'est complexer, humilier et mettre hors de la société, en les frappant d'ostracisme, les gens comme moi. Ils ont réussi. C'est-à-dire que la morale publique, c'était plus de frontières, la France doit s'ouvrir au monde et pour qu'elle devienne un pays convivial et qu'on la refonde sur les valeurs de la République. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là, en 1992 ? Ce débat, on est en mars, c'est ça ? Oui, exactement. Et en septembre, il y a quoi ? Maastricht. Le référendum sur Maastricht. C'est-à-dire que Harlem Désir, pendant qu'il amuse la galerie avec Anne Sinclair, qui est de mèche avec lui, qui sont deux contre moi, eh ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il prépare le traité de Maastricht. Et le traité de Maastricht, c'est quoi ?
on liquide la République. En fait, la République, ils l'ont liquidée, ces gens-là. Donc il vient m'expliquer que moi, je ne suis pas vraiment républicain, parce que je fais partir la France du baptême de Clovis. Donc ça, c'est pas très républicain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 1000 ans avant, on n'a pas le droit d'en parler. Toute demeure divisée contre elle-même périra, mais quand même, voilà. Mais pendant ce temps-là, il liquide la République. Il la liquide. Et là, je fais du Chevènement en ce moment. Parce qu'on était d'accord là-dessus. Chevènement, il dit, moi, je veux pas qu'on liquide la République, je suis d'accord avec Villiers. Ah oui. Les derniers républicains, ceux qui, de la Respublica, c'est nous. Et rapidement, 30 ans plus tard, est-ce qu'il faut un nouveau débat sur l'identité nationale, Philippe de Villiers? Alors, c'est caractéristique. Nicolas Sarkozy avait lancé un débat sur l'identité nationale. À l'époque, c'était courageux. Bon, la gauche n'a pas voulu apporter sa part. Mais c'est symptomatique qu'aujourd'hui, on s'interroge sur ce qu'on est. Un débat sur l'identité nationale, ça veut dire, est-ce qu'on va faire un débat, Geoffroy Lejeune, pour savoir qui est Geoffroy Lejeune? Un débat, qui suis-je, d'où je viens? Quand on débat sur soi-même, sur sa propre identité, c'est qu'on ne sait plus d'où on vient. Et en réalité, il y a deux manières de regarder la France. Le débat avec Harlem Désir est tout à fait symptomatique. Soit on part de la table rase et on fait une société d'individus, l'individu global, remplaçable, substituable, la société économétrique, c'est ce que fait Macron, la Macronie. Soit on prend toute l'histoire de France, on prend toute la mémoire commune, on prend notre art de vivre, et là on bute sur des difficultés. Pourquoi? Parce que la Mélenchonie et la Macronie, ils ne veulent pas entendre parler de la France d'avant 89. Ensuite, l'art de vivre, ils ne veulent pas qu'on dise ce que je vais vous dire maintenant. C'est que la France, c'est un art de vivre, la matrice chrétienne. En France, on a des clochers, pas des minarets. En France, on ne pratique pas la charia. En France, on serre la main des femmes, on ne les frappe pas, on les emmène au café, on ne les voile pas. En France, on n'égorge pas les animaux sans les étourdir. En France, on ne mange pas halal. En France, on est en France. C'est ça l'art de vivre à la française. Non à l'islamistan, non au wokistan. Et enfin, la langue française, elle est massacrée tous les jours. Pauvre Académie française qui fait ce qu'elle peut pour garder la langue, conservatoire de la langue. Mais la langue, on ne la parle plus telle qu'on la parlait il y a encore 20 ans. Voilà. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et malheureusement, il n'y a plus en France aujourd'hui, dans la classe politique, sauf exception, lesquelles des gens qui osent aller au-delà des mesures réglementaires à prendre pour sauver le pays. Non, il faut savoir si on peut retrouver en France aujourd'hui une âme commune. Philippe de Villiers, en 92, vous avez cité deux temps majeurs. Mars 92, donc ce débat. Septembre 1992, le traité de Maastricht. Vous avez oublié un moment majeur. Août 1992. Vous vous souvenez ? C'était ma naissance. L'Europe de la défense, Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, parlons de l'Europe de la défense. Les dirigeants de l'Union européenne se sont retrouvés à Bruxelles la semaine dernière afin d'élaborer une stratégie en matière de défense européenne et de son financement. Je propose aux téléspectateurs de lire cette tribune de Nicolas Bavrez, le fantôme de la communauté européenne de la défense. Geoffroy Lejeune. C'est un projet qu'on connaît depuis longtemps parce qu'il a été beaucoup agité. Comment vous analysez cette volonté de faire une communauté européenne de défense et est-ce que vous pensez qu'il faut faire une croix, après tout, sur notre indépendance nationale? Alors justement, par rapport à ce que je dis sur l'Ukraine, vous allez faire le lien. De tous les pays européens, la France est le seul à disposer de 3 atouts: l'arme nucléaire, un siège de membre permanent au Conseil de sécurité et une industrie de défense indépendante des États-Unis. Or, cette singularité dont la France s'est dotée est remise en cause. Elle lui permet l'autonomie stratégique. Or, cette autonomie stratégique est remise en cause par Berlin et par Bruxelles qui veulent en fait
ressusciter la CED, la Communauté européenne de défense, qui a été proposée et rejetée en 1954. De quoi s'agit-il? La CED, c'était quoi? C'était un projet d'armée européenne avec des institutions supranationales aux ordres d'un commandement intégré, lui-même aux ordres des États-Unis. C'est ce qui a fait que De Gaulle a dit non. Les armes de la France doivent être fabriquées en France, s'est-il dit. Et donc il est sorti du commandement intégré. Là, c'est quoi ce projet? Il repose sur 3 éléments. Un emprunt européen, le saut hamiltonien, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire en fait un emprunt hamiltonien pour faire une armée unique, une armée européenne unique. Je ne cite pas souvent mon frère, le chef d'état-major des armées, mais là je vais le citer. Il dit, moi je ne crois pas à une armée européenne unique, parce que pour un soldat, il faut envisager de mourir pour sa patrie, et on ne meurt pas pour un peuple qui n'existe pas. Il n'y a pas de peuple européen. Ensuite, il y a surtout quelque chose qui est prévu dans les programmes, un grade de radium. 35% des programmes peuvent être confiés à des technologies extra-européennes. C'est là qu'est tout le nœud du problème, ça veut dire aux États-Unis. Récemment, il y a un missile qui s'appelle le missile Météor, qui n'a pas pu être exporté. Il a été bloqué parce qu'il y avait 1% de technologie américaine. En d'autres termes, ce plan pour une soi-disant Europe de la défense autonome, c'est un plan qui permet à l'industrie américaine, à chaque fois qu'il y a 35% des équipements avec des technologies américaines, de tout bloquer, de tout tenir, c'est-à-dire la conception et l'exportation. Et moi, je dis ceci ce soir. Avec la PAC, on devait soi-disant sauver l'agriculture française. Qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Elle a livré notre agriculture au marché mondial. Et elle a été chercher son alimentation sur le marché mondial. Et l'agriculture française est en train de mourir. En tout cas, elle se porte très mal. Ensuite, avec le pacte vert, on a fait la même chose pour l'automobile, qui est en train de mourir, en tout cas qui se porte très mal. Et maintenant, on va faire pareil avec la défense. Alors moi, je dis de grâce, levez-vous. Je dis ça à tous nos concitoyens. On a une industrie de défense qui est regardée avec jalousie par nos voisins et avec admiration par le monde entier. Il ne nous reste plus grand-chose, il nous reste ça, c'est notre diamant. Philippe de Villiers, il nous reste exactement 9 minutes. Pour la première fois, j'ai un grand dilemme, cornélien. Soit nous gardons l'apologue pour la semaine prochaine, et nous poursuivons les thématiques qu'on devait traiter, soit nous partons tout de suite sur l'apologue. Puisque cette émission était absolument passionnante, je vous laisse le choix. Ben, allons-y. L'apologue ou les autres questions? Et on garde l'apologue pour la semaine prochaine? Non, on peut. Ça dépend, qu'est-ce que vous voulez me poser Honnêtement, comme question? si je peux me permettre, je pense qu'on aura une émeute s'il n'y a pas d'apologue. Hein. Eh bien, gardons l'apologue. La tradition, toujours la tradition. Vous avez raison, Geoffroy Lejeune. Finalement, J'ai pas envie de me faire engueuler toute la soirée, moi. c'est le chef qui décide. Pour votre apologue, Philippe de Villiers, vous souhaitez nous plonger au début du XVIIIe siècle et nous parler d'un hiver historique où la France s'est mise à frissonner. Racontez-nous. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je vous ai dit, vous étiez encapuchonné, moi aussi. Il fait froid. Il y a un moment de refroidissement climatique qui était imprévu. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est incroyable. Voilà. La France va mal. Il y a des malheurs qui s'abattent sur le royaume. Le roi, vieillissant, c'est un vieillard. Il a la goutte, il a les jambes roides. Et il porte le deuil d'un grand serviteur qui vient de disparaître. Il a perdu, comme il dit, un homme très affectionné à l'État et à sa personne.
L'expression est de lui. Il s'agit du maréchal de Vauban, le commissaire général aux fortifications, qui laisse derrière lui la ceinture de fer du Pré-Carré. Mais il y a un autre malheur qui survient, inattendu, en février 1709. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. On est raccord. Et ce malheur, c'est qu'il y a une coulée glaçante qui frappe toute l'Europe. Les glaciers alpins avancent inexorablement. On parle du petit âge glaciaire. Et dans la mémoire collective des Français, cet hiver-là a tellement frappé les imaginations qu'il restera comme le grand hiver. Le peuple français est saisi par le froid et menacé par la famine. À Paris, la température voisine autour de moins 20, moins 30 degrés au-dessous de zéro. À la cour, le froid glaciaire pénètre dans toutes les pièces. À seulement traverser une antichambre, le vin gèle sur le plateau. Les élixirs les plus forts et les liqueurs les plus spiritueuses font exploser les bouteilles qui les contiennent dans les armoires des chambres à feu. Dans les ports, la mer gèle. Et le long des côtes, j'ai vérifié au Sable d'Olonne, les eaux sont prises au point qu'elles portent des charrois qui y voiturent de très lourds fardeaux. Les fleuves et les rivières sont gelés. Sur la Seine, sur le Rhône, circulent des charrettes qui glissent comme des traîneaux sur la neige. Dans les campagnes, c'est la désolation et la disette. On mange du pain d'avoine. L'eau gèle dans les maisons, le vin gèle dans les barriques. On ne peut plus dire la messe, le vin gèle dans les calices. Et au bord des routes, les perdrix sont gelés. En Anjou, tout près de chez moi, que se passe-t-il ? Le froid est si intense qu'on voit tomber la crête des volailles. Et dans le Midi, nous rapporte-t-on, les oliviers se fendent et ne donneront plus jamais de fruits. Alors, le vieux monarque, cherchant à partager le malheur de son peuple, décide d'envoyer à la monnaie pour qu'il soit entièrement fondu son service d'or, les assiettes, les plats, les sablières. Et il invite tous les gens de la cour à faire de même avec leur vaisselle d'argent auprès de l'orfèvre du roi. C'est symbolique. Cher Eliot, cher Geoffroy, vous me regardez avec une interrogation dans les yeux. Pourquoi il nous raconte tout ça ? Tout est dans la fin. Parce que derrière tout apologue, il y a une leçon. Vous le savez. Et quelle est donc la leçon de cet apologue ? Cette leçon, je l'ai trouvée dans un livre admirable, puissant, difficile à lire, d'un académicien qui s'appelle Emmanuel Leroy-Ladurie, un grand historien. C'est l'histoire du climat en Europe depuis l'an 1000. Alors on voit les glaciers qui avancent, qui reculent, c'est compliqué, ça va, ça vient. Et ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment le peuple français, dans quelle psychologie il était en 1709, au moment du grand hiver. Et on trouve la réponse chez Leroy-Ladurie. En fait, les Français
les contemporains du grand siècle pensaient que la nature obéissait à des cycles et que la main de l'homme était marginale. Moi-même, quand j'étais président du Conseil général de la Vendée, j'ai étudié l'histoire du climat depuis le Moyen-Âge dans mon département. Et j'ai découvert qu'il y avait un port à Luçon, inimaginable, et que la mer venait jusqu'à Maizet, l'abbaye de Maizet. Donc c'est en fait un quart de la Vendée, sans parler de l'île de Bouin. Donc c'est un quart de la Vendée qui était sous l'eau, puis l'eau s'est retirée. Ainsi va la vie, ainsi va le climat, ainsi va l'histoire. Il est vrai que, au grand siècle, les gens cherchaient plutôt à sauver leur âme qu'à sauver la planète. L'apologue de Philippe de Villiers, votre apologue. Merci beaucoup, Philippe de Villiers. J'ai quasiment envie de prendre une écharpe quand même, hein, après ce grand hiver de 1709. Merci Geoffroy Lejeune. On se retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure. Et dans un instant, c'est l'heure des pros. Et ça va être chaud, l'heure des pros 2. À tout de suite.